On se retrouve avec Position Revue pour débriefer le Zawa Show. Alors, vous avez sûrement vu le Zawa Show, sinon, courez le regarder, c'était vraiment cool. Dany et Arras qui ont fait un premier show où ils ont reçu Jean-Luc Mélenchon pour parler avec lui, mais ils ont aussi reçu Théodora qui a fait une performance. Il y a aussi Wissam et même Cassandre qui ont participé à un sketch de Wissam qui était vraiment pas mal. Enfin voilà, il y a eu tout un côté assez intéressant esthétiquement, c'est-à-dire il y avait à la fois un côté un peu humour, un côté donc musique, et puis le côté qu'on avait déjà dans le squat philo à l'époque pour ceux qui ont connu, avec Dany Arras qui interviewe et qui parle en longueur avec quelqu'un, et c'est vrai que ce temps long souvent n'est possible que via YouTube. On voit rarement maintenant des émissions comme ça où on a le temps de parler aux gens. Donc ça c'était bien cool, et j'aimerais bien qu'on revienne avec ça avec Position Revue, pour débriefer à la fois la forme, à la fois le fond. Position Revue, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, toi t'as maté aussi? T'as maté en direct ou t'as maté en replay? Non, j'ai maté un tout petit peu le direct, que on était tous hypés par le projet, donc quand ça a démarré, j'ai voulu voir quoi. Hmm. Et après, je pouvais pas suivre en direct, donc j'ai maté en replay. Et non, ouais, c'était bien, et ça fait plaisir de voir voilà, les copains, les camarades monter des choses comme ça, qui, euh, qui, euh, qui sont en train de vraiment presque de devenir télévisuel, quoi. Hmm. Donc, non, 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 et avec une vraie qualité, une vraie production. Voilà. La Zawa Prod voilà, devient vraiment quelque chose devient vraiment une boîte de production. Et là, on voit quelque chose de très produit, avec. Même si on pourrait se poser la question de quel niveau de rupture il y a avec la télé, parce que finalement, on a un plateau. Alors, effectivement, tu l'as dit, il y a le temps long qui Ouais. ressemblait plus à ce que peut faire Thinkerview, par exemple. Euh, Oh là on là là connaît. là, il a dit, Dany Arras, c'est les nouveaux Thinkerview. Non, 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 mais je veux dire, tu vois, c'est pas une critique là. C'est vrai que Oui. Thinkerview a un peu introduit dans le monde de YouTube et dans, on va dire, au-delà de la télé, ces très grandes interviews. Enfin, Ouais, et puis il y a vraiment un connais tout côté ça. aussi, une esthétique très particulière, moi que Ouais, j'aime ouais. bien d'ailleurs chez Thinkerview avec leur côté, tu sais, sur fond noir et tout. Enfin, il y a vraiment un côté esthétique qui est intéressant. Et là, il y a une Ouais, nouvelle ouais. esthétique aussi qui est proposée. On sait que déjà ça leur tient à cœur, Dany et Raz. Et aussi ce pont avec l'univers un peu de la musique, tu sais, d'artistes comme ça qui sont un peu underground mais qui sont un peu en train de monter quand même, tu vois. Et ça c'est pas rien, tu vois, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, sur Twitch, tu vois. Soit on a des gens qui sont dans le milieu vraiment musical, qui vont connaître des artistes comme Théodora et qui vont pouvoir peut-être l'interviewer ou avoir un show ou un truc comme ça. Soit on a des gens qui s'y connaissent en politique et qui vont faire un genre de backseat, mais là on a les deux en même temps, tu vois. Et ça, je trouve que ça crée des ponts qui sont assez sympas, qui ont un rapport aussi avec une certaine culture presque d'avant-garde esthético-politique, tu vois. Parce que dans l'histoire, on a souvent vu des avant-gardes comme ça qui ne marchaient pas juste avec de la branlette intellectuelle et du gros cerveau, tu vois. Il y avait un côté, je sais Mhm. pas, on peut parler du punk, on peut parler même du rap, on peut parler de mouvements comme ça qui étaient à la fois politiques et esthétiques, quoi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, assez intéressant dans leur approche, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, si on doit faire des parallèles, moi, ça m'a fait penser un peu à Canal+, quoi. Tu vois, l'arrivée de Canal+, dans les années 80, si t'as un peu suivi, enfin, t'étais pas né, mais si tu t'as vu un peu l'histoire, t'avais ce côté-là très culturel. Alors, moins le côté, effectivement, politiquement engagé, mais t'avais ce côté-là très culturel, c'est-à-dire la musique, enfin, les plateaux, tu vois, d'avoir quelque chose en rupture avec la télé. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est totalement en rupture quand on voit le Zawa Show? Non, on n'est pas en rupture avec quelque chose de télévisuel ou quoi que ce soit. Mais on est sûrement avec quelque chose de plus adéquat avec des générations, je pense, de pas 15-35 ans ou quelque chose comme ça. Ce qui était justement l'arrivée de Canal+ dans les années 80, qui a changé quand même l'univers audiovisuel, quoi. Mm. Et là, l'univers audiovisuel, il est en train de changer
parce que Canal Plus c'est Bolloré maintenant. Mais euh, parce qu'en fait, il y a une nécessité, parce qu'on voit bien que l'univers audiovisuel, il est hyper formaté. Pas simplement, comme tu disais tout à l'heure, de manière stylistique, mais il est hyper formaté idéologiquement. Puis il est Là, trusté par certains groupes sociaux aussi, tu vois. Enfin, exactement, exactement. Là, et puis il est, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est destiné à des générations. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que la société est structurée en classe, hein, forcément, mais je pense que l'univers audiovisuel, il est vachement structuré par des générations. Aujourd'hui, la génération qui a fait venir Canal+, elle était en rupture avec la génération de la télé d'avant, quoi, de l'ORTF, etc. Et puis aujourd'hui, c'est la génération conservatrice, quoi. Ça se trouve, il y a des gens, il y a des gens qui ont pris leur abonnement à Canal+ en 81 ou 82, je sais plus quand. Non, c'est 84. Et qui sont sur CNews maintenant, enfin, tu vois. Donc, et donc là, en fait, ce qu'on voit Position bien, Revue a dit c'est générationnel. En fait, t'es un peu un nouveau Jean Massier, toi, dans l'analyse. mais non, je parlais pas pour la structure de la société, je parlais dans l'analyse des contenus audiovisuels. Ah, Je oui, pense je te trash, je te que- trash, je te trash. T'as raison, Ouais, mais évidemment. tu vois. Ouais. Euh, et là, on voit bien que en fait, nous, on a une génération, enfin une ou plusieurs, je sais pas quand- combien de générations on met, tu vois, mais qui aujourd'hui n'a pas les contenus audiovisuels adéquats à ses attentes, Mm. adéquats à la crise, adéquate à la critique de la société euh, qu'elle mérite, quoi, justement parce qu'elle est en crise. Et c'est pour ça que je trouve que, voilà, inviter Jean-Luc Mélenchon, qui est le représentant central, hégémonique, numéro un de la gauche, d'une gauche critique, c'est-à-dire Mélenchon, faut pas. La bêtise, c'est de l'analyser sur est-ce que Mélenchon est le vrai représentant? Bah, il est le représentant central parce qu'il est assez critique pour appartenir à la critique du système, même s'il y a des gens bien plus critiques et bien plus radicaux que lui. Mm. Et il est assez puissant, massif, hégémonique dans que ce soit les batailles institutionnelles et les batailles politiques, pour que en fait son, son, comment dire, son ratio qualité-quantité le rende central. Oui, il y Mm. a des gens qui sont beaucoup plus critiques que lui, mais qui sont beaucoup moins quantitatifs. Oui, il y a des gens qui sont. Enfin, il y a peu de gens maintenant à gauche qui sont. Il y a des gens qui Oui, sont beaucoup plus quantitatifs que Mélenchon, mais qui sont pas du tout critiques. Voilà. ouais. Donc là, il est central. Et donc, le fait de faire cette première émission avec Jean-Luc, ça a tout son sens parce que euh, euh, bah, c'est l'intelligence des gens de Zawa. C'est justement de coller aux nécessités euh, politico-culturel de l'époque et de fournir un format cohérent culturellement, politiquement, stylistiquement, formellement. euh, et on en a besoin. Voilà. Ouais, Donc, il y a deux trucs que j'ai ouais, remarqué et kiffé là-dedans. Il y en a un aussi qui est un conseil souvent que je donne en MP quand il y a des gens qui me disent oui, je voudrais commencer sur YouTube, machin. C'est en fait, tu sais, de pas se lancer avec un projet à moitié fini, tu vois. Alors, faut pas non plus ne jamais se lancer. En fait, il y a deux problèmes. Il y a le mec qui se lance jamais parce qu'il est perfectionniste, et trop perfectionniste en fait. Et puis il y a le type, dès qu'il a une micro-idée, il balance ça, il fait un truc pas fini. Et du coup, bah, les gens, ils te mettent très vite dans une case en fait. Quand ils regardent deux trois vidéos que toi, que c'est chiant, que c'est mal monté, que le script est pourri, tu regardes plus en fait. ouais. Et là, je pense qu'il Mélenchon, je sais pas, mais je sais qu'il y a Cassandre, tu vois, qui est dans la France Insoumise. Enfin, je pense qu'ils avaient peut-être accès à Mélenchon, même déjà il y a quelques mois. Ou, enfin, ils auraient peut-être pu demander, mais ils avaient peut-être pas encore les moyens de financer un truc qui était à la hauteur de leur invité et qui proposait un show d'une qualité où, comme tu dis, ça pourrait être une qualité télé, tu vois. C'est le truc est bien fait, quoi. Moi, j'ai pas vu de soucis. Alors peut-être que des grands techniciens audiovisuels Ah verraient non. peut-être deux trois trucs, tu vois.
mais c'était vraiment nickel, tu vois. Et donc du coup, ça a pas fait effet pétard mouillé, ça a pas fait ouais, on fait un teaser et puis en fait c'est une interview de Mélenchon avec un vieux son de gauche, avec Non, et tu vois même, l'image qui coupe à un moment ou je sais pas quoi. Non, c'était nickel et ça c'est super parce que ça leur a permis là de faire un Tipeee. D'ailleurs, si vous voulez aller donner sur leur Tipeee, vous pouvez. à les Où ils donner. ont allez donner sur leur Tipeee, je vous mettrai ça en description ou en commentaire, où ils ont récolté pas mal d'argent, je crois, il y a peut-être 12 ou 13 000 balles qui ont été récoltées dans une soirée, mais parce que les gens ont compris que, en fait, si tu te donnes de l'argent, ben demain, t'as peut-être, je sais pas, t'as peut-être une interview d'un mec connu que t'aimes bien, qui va être bien faite, avec un ou une invitée artiste stylé, et tu sais qu'en fait, c'est pas un pétard mouillé, quoi. Et je trouve que cet effet-là, il est vraiment très, très, très intéressant, quoi. Mais je suis d'accord. Et c'est là où je comparais aussi à Canal+. Euh, Quand Canal+ est arrivé, les mecs leur ont dit ça va être une chaîne payante, tu sais, avec le décodeur et tout. Il y a des émissions, notamment sur France Inter là-dessus, qui sont intéressantes. Euh, les gens comprenaient pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais personne va payer pour avoir une chaîne en plus. Et on voit aujourd'hui que des gens qui sont, à mon avis, pas les gens les classes sociales les plus aisés dans dans le pays, donnent dans les Tipeee, donnent dans les Twitch, etc., payent pour justement qu'il y ait des productions qui sortent un petit peu du format, et quand je dis format, c'est du fond-forme, voilà, standard, quoi. Mm. Et là, on voit qu'on est dans une rupture, c'est-à-dire, si on prend l'histoire de chaque média, au départ, il est un peu de niche, radical, élitiste, etc. Et puis, à un moment donné, il atteint un climax quand il arrive à se massifier tout en gardant une forme d'exigence. Tu vois, la télé, elle a peut-être eu au début un démarrage très élitiste, puis elle est devenue 70-80 massive, mais il restait encore des émissions de qualité. Là, on voit bien que la crise fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, elle est massive de moins en moins, mais en plus, enfin, il y a rien, quoi. Tu vois, c'est creux, c'est vide. Et À la donc, fois on au a niveau eu. artistique et politique, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il n'y a Ouais, plus un film. Tu sais, les seuls films qui sont un peu bien, c'est les films où ils ont les droits depuis 50, 60 ans, qui étaient bien à l'époque, mais du coup, bon, qu'on connaît. Il y a plus du tout d'avant-garde culturelle, et au niveau politique, c'est toujours la même rengaine. T'as Manuel Valls qui passe, Pascal Pro, enfin, c'est à chier, quoi. et on est d'accord. Et donc, voilà, on voit que ça émerge depuis un moment. Ça émerge parce il y a ouais, une contre-culture qui est en train de naître. C'est drôle parce que dans Zawa, ils ont parlé, tu sais, de Mitterrand, etc. Et l'arrivée de Mitterrand, elle est aussi née, tu sais, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais elle est aussi née d'une longue période entre un événement, on va dire, radical, échec, quoi, qui était mai 68, et 14 ans plus tard, l'arrivée de Mitterrand. Mais entre les deux, il y a une forme de réaction conservatrice, enfin, libérale conservatrice, qui est Giscard, enfin, qui est Pompidou, puis Giscard, etc. Et pendant ce temps-là, en fait, on voit que émergent beaucoup de radios pirates, beaucoup de médias alternatifs. C'est là que Libération va se créer, ouais, justement, donc la radio pirate, etc., pour contrer un petit peu l'ORTF et la télévision et la radio-télévision d'État. J'ai l'impression qu'on est dans cette dimension-là. Dany, dans le Zawa Show, dit, mais nous, on sait pas ce que c'est la gauche qui gagne. C'est Mais en vrai, fait, ouais. Dany et Raz et Cassandre, etc., ils sont, à mon avis, des fabricants de médias dans les années giscardiennes, 77, 78, un peu à la marge, en radio pirate, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les radios libres, hein, il a fallu Mitterrand pour ça. Donc, ils créent des contenus un peu à part, mais qui deviennent de plus en plus hégémoniques et qui fabriquent finalement l'hégémonie intellectuelle, politique, peut-être d'une période plus progressiste que dans laquelle on est coincé. Et ça, pour moi, c'est. On parlait de génération, il y a effectivement le fond, hein, de l'analyse des dynamiques historiques, c'est toujours les classes sociales, etc. Mais dans la prise de pouvoir, euh,
tu verras que comment dire, crise identique, structuration de classe et contradiction de classe identique, et ben à un moment, quand ça arrive à croiser une génération, quand un problème de classe arrive à croiser une génération qui a conscience et qui n'est plus simplement portée par l'infrastructure, mais qui a pris conscience de ces problèmes-là, c'est là en général que les situations, les situations politiques arrivent à changer. Et ouais, j'ai l'impression on est dans cette configuration-là. On est entre. J'aime bien les à 100 000 voix près, tu sais, bah, c'est au premier tour. Mais faudrait vérifier, mais je crois que c'est à 150 000 voix près que Mitterrand perd le second tour face à Giscard en 74. Mm. Euh, et entre 74 et 81, il y a cette dimension-là, quoi. Bien sûr. À, à, à 100 000 voix près, quoi. C'est donc. Mm. Et moi, Et tout ça, ça crée de la résistance. Alors, ça peut créer de la résignation, mais ça crée aussi de la résistance, mais sur des méthodes qui ont été, qui ont été politiques, hein, parce que il y a eu quand même, et c'est peut-être ça qui manque chez nous aujourd'hui, euh, mais aussi en parallèle, quoi. Et je parlais des radios pirates, des médias, des brochures, de tous les journaux qui paraissaient à l'époque. Il y avait un foisonnement culturel justement parce qu'il y avait une attente politique qui venait pas, quoi. Et j'ai l'impression on est là-dedans. Et moi, je pense que tu vois, il y a un truc intéressant aussi, c'est la forme, tu vois. C'est-à-dire, j'en parle depuis le début un peu, mais se rendre compte que le problème, c'est pas un problème que notre discours est trop radical, c'est un problème qu'en fait, on n'a pas forcément les moyens de production médiatique, quoi, on va appeler ça comme ça. Et moi, j'ai vu ça avec les droitards que j'ai pas mal suivis sur YouTube, où j'ai vu comment ils ont évolué. Au début, les mecs, c'était des pélos dans leur chambre et tout, à faire des mèmes et tout. Et à la fin, des fois, t'avais des droitards qui popaient que personne ne connaissait et les mecs avaient une image professionnelle, tu vois. Parce que j'imagine qu'il y avait des réseaux qui se montaient, peut-être qu'il y avait des caméras qui se passaient, des trucs comme ça. Et ça, c'est hyper important parce que quand tu as une forme qui est professionnelle, qui ne fait pas peur aux gens, dans laquelle ils peuvent se retrouver, même qui peut faire plaisir visuellement, t'arrives à beaucoup mieux passer tes idées, quand bien même elles soient radicales, que ce soit à droite ou à gauche. Et tu vois, le Zawa Show, là, ça a fait, je sais pas, ils en sont peut-être à 100 000 vues ou un truc comme ça, ils vont peut-être faire 150 000, 200 000 vues, et puis en faisant de plus en plus, ça va faire des vues. Pourtant, au niveau du ton, au niveau de la ligne politique, ils n'ont pas changé de quand ils étaient il y a 2 ans, 3 ans, Non, tu vois. En fait, la radicalité, elle est toujours là. Alors, je pense qu'ils font gaffe des fois aux mots qu'ils utilisent pour que tout le monde puisse comprendre, parce que quand tu parles à 300 000 personnes, tu peux pas faire des private jokes et puis parler de trucs que personne ne comprend, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un truc dont faut se rendre compte, quoi. Si Backseat ça marche, c'est pas parce que ils sont sur la bonne ligne, c'est aussi parce que c'est propre en fait. C'est parce que quand tu regardes Backseat, tu te dis ouais, c'est joli, l'interview, je vois bien les gens et tout. Et si les invités aussi viennent, c'est parce que quand ils regardent, ils voient qu'il n'y a pas un son dégueulasse, il n'y a pas une image dégueulasse. Et ça, à gauche, on doit apprendre à le faire. Il y a des chaînes comme ça d'ailleurs qui montent. Par exemple, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu prends une chaîne comme Dans la sauce, je sais pas si tu vois ce que c'est. Il y a un gars qui avait fait une non, je vidéo connais pas. sur Bardella, sur Bruno Le Maire. Ça ressemble un peu à l'ancien format de Usul, Mes chers contemporains. C'est-à-dire, il prend une personne et puis il va en parler, il va montrer son évolution et tout. Bon, il sort une vidéo tous les 3 mois, mais la vidéo, elle est nickel. Ouais. Je connais pas particulièrement, je connais pas ses idées, mais j'ai l'impression que le mec il est quand même relativement à gauche, relativement radical. Mais le fait que le format il soit propre, que il y ait pas un bug toutes les 3 minutes, ça fait en sorte qu'il peut taper large. Alors que ça lui demande pas de diluer ses idées, quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'à gauche, on doit se structurer par rapport à ça. Nous, c'est pour ça aussi qu'on taffe ensemble, que moi j'ai fait un Tipeee, qu'il va y avoir enfin voilà, que j'essaie d'avoir de plus en plus des moyens aussi de faire ça, mais le canard réfractaire c'est pareil, tu vois, le canard réfractaire si ça marche, bon, la ligne est cool, mais c'est aussi parce qu'ils produisent du contenu qui est propre et tout. Et Zawa aujourd'hui font ça, donc c'est vraiment important de soutenir ces médias-là et de ne pas commencer à leur cracher à la gueule comme certains gauchistes qui font ah oui mais maintenant ils gagnent de l'argent, c'est plus comme avant. Ouais, si tu veux, vous pouvez être 20 sur un stream si vous voulez, mais je pense que c'est quand même plus intéressant d'arriver à toucher le plus large possible, quoi. Ouais, mais il y a un effet. Il y a sûrement aussi un effet. Tu sais, il y a un effet hipster dans les. euh, quand quand c'est la même chose, mais que mais que c'est massif, c'est plus pareil, quoi. C'est des situationnistes. Euh, Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que les situationnistes sont les hipsters du marxisme. Mais je la garde, celle-là, on me tient quelque chose. Mais non,
il n'y a pas de dissymétrie fond-forme. Je crois qu'il faut penser toute médiation, que ce soit le livre, que ce soit la télé, que ce soit voilà, euh, l'accès à un contenu culturel est toujours est toujours facilité quand il y a une adéquation entre le fond et la forme. Si demain tu réécris Crime et Châtiment avec un style dégueulasse de Guillaume Musso, ça donne un livre de merde, même si c'est la même histoire. Si demain tu prends une histoire, le style ça peut rehausser en fait. Demain tu prends une histoire de merde de Guillaume Musso ou de Bernard-Henri Lévy, ça marche aussi. Je veux dire Marc Lévy. Le style peut rehausser le truc, mais ce sera toujours insuffisant. Parce que ça va. Donc, on peut pas faire l'économie de penser que. Ouais, peu importe. Juste la qualité du fond est suffisante. À gauche, on parle qu'aux radicaux, etc. Non, parce que justement, il y a une barrière stylistique, esthétique, etc., qui risque justement de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir atteindre le fond. Voilà. De la même manière, le problème de la télévision, on l'a dit précédemment, c'est aussi que, ben oui, tu te débarques dans le Zawa Show, si on est vraiment purement factuel. Voilà. Tu débarques dans le Zawa Show, ça pourrait être une émission, le décor, y a rien, tu vois. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais ça pourrait être une émission de Mouloud Achour sur Canal+, tu vois. Je me demande d'ailleurs si c'était pas dans le même studio qu'il avait utilisé un moment pour Click. Je crois qu'ils m'ont dit ça, je vais pas raconter de conneries, je crois que c'était dans les studios de Radio Nova aussi. Enfin, des studios parisiens un peu stylés. Voilà, donc c'est pas du tout critique. Tu te dis, bon, bah, voilà. Si tu sais pas, tu te dis, tiens, ça pourrait être une émission de Canal+. Mais déjà, ça va te faire rester devant, tu vois. Et à la fin, une fois que ça t'a permis cette porte d'entrée-là, bah, tu te dis, ouais, c'est propre, ça a l'air sympa. Et puis, tiens, mais finalement, ça raconte d'autres trucs. Ou ça raconte des trucs différents. Ou ça prend le temps de raconter des choses. Alors encore, Mouloud Achour, ça va, tu vois. C'est pas, tu sais, c'est pas Pascal Ah Pro. non, c'était pas pour Oui, critiquer Mouloud Achour. Ce que je veux dire, Ouais. c'est que, en fait, l'intérêt il faut pas séparer le fond et la forme. Voilà. Il faut analyser un contenu entre les deux. Une œuvre, une production culturelle dans sa totalité. Voilà. Et donc, le Zawa Show, si on séparait, on pourrait se dire, ben, ouais, mais bon, à ce que dit Mélenchon, on l'a déjà entendu ailleurs, dans des vidéos YouTube, où il y a des gens qui sont plus critiques, machin. Ouais, d'accord, très bien. Voilà. Et parce que les gens vont mettre à part tout le travail de production et d'esthétique qui a permis cet accès-là. Tu vois, ça, c'est la bêtise. Pareil, de la même manière, ouais, bah c'est pas transcendant, ça reste un peu un truc, on dirait du Canal+, ou je sais pas quelle autre chaîne, je suis pas expert de... Voilà. Oui, mais du coup, justement, il t'analyse pas à quoi cette esthétique-là, cette production, cette qualité te fait accéder. Ah non, pourquoi le Zawa Show c'était top? Parce que justement, on a réussi à une cohérence entre faire accéder des gens à un contenu qui, à mon sens, est nécessaire, est une porte d'entrée à la critique, est une attente, etc., par une forme formelle qui, elle, est un moyen euh, efficace, efficient d'atteindre ce contenu. Donc, c'est ça la force de ce qu'ils ont fait, les Ouais. copains, quoi. Bah oui, oui. Et après, moi j'étais sur leur live. Là, on tourne le lendemain du live où ils ont récolté de l'argent sur Tipeee. Et il parlait à un moment à un gars qui. Enfin, j'ai pas regardé tout le live, ça dure 3 heures. Mais il parlait à un moment à un mec qui dit: Ah ouais, je vous ai découvert avec le truc sur Mélenchon et tout, c'était top. Et ça m'a fait aussi tilter, tu vois. Parce que nous, on connaît. Je connais plein de créateurs de contenu de gauche maintenant. Je connais bien, tu vois, ce truc-là parce qu'on est hyper investi en fait dans ces domaines-là. Mais en fait, il y a des gens qui ne connaissent pas, tu vois. Et il y a des gens qui n'auraient pas cliqué sur, sur une vidéo de Dany Heraz qui parle d'Adé Laurent ou je sais pas quoi, tu vois. Et Bien en fait, sûr. ils vont cliquer parce que le mec, c'est peut-être un jeune, il connaît Mélenchon, vas-y, il clique sur le truc et il se retrouve là-dessus. Et ça pose aussi la question, je trouve,
de s'en rendre compte et justement de proposer un contenu qui est accessible. Et moi, des fois, d'ailleurs, on me fait les remarques et je vois ça, des fois, ça me fait rire, mais je devrais éviter, tu vois, parce que des fois, je troll. Et il y a des gens aussi qui me découvrent sur des vidéos comme ça. Et ils savent pas que je troll. Par exemple, si je dis Dany, c'est un Nietzschéen, il va forcément trahir, tu vois. Si je te dis ça à toi, tu sais que je troll un peu, que c'est pour rigoler, tu vois. Mais il y a des gars en commentaire, ils vont pas comprendre ça, tu vois, parce qu'ils viennent de Ouais, je découvrir et sais. c'est normal, tu vois. Et cette massification à gauche, je pense qu'on va devoir la penser parce que la gauche, aujourd'hui, est en train de monter sur Internet. On a pris du retard, mais aujourd'hui, la droite, bon, les mecs se sont expatriés. Il reste Thaïs qui essaie de faire de l'argent sur des incels. Il y a deux trois droitards qui font des vidéos, mais c'est plus tellement hype en fait. Et ce qui commence à monter un peu, c'est des chaînes de gauche, notamment, je pense, celle qui a le plus le vent en poupe, c'est celle de Dany Eras, notamment sur Twitch. Et on va devoir penser cette massification. Et ça a un rapport avec la forme, quoi. Cette massification, elle va avec une forme qui peut se massifier. Et tu parlais de Canal+, ben c'est pour ça que c'est un peu cette forme-là. Moi, j'ai aucun problème avec la forme que prend la télé. J'ai un problème avec des fois l'impossibilité de faire du temps long. Quand tu vois des émissions comme Apostrophe il y a 40 ans, tu vois que les mecs, ils peuvent s'écouter parler et que le débat est Ouais, agréable. C'est pas des gars qui sont droit de coupés tout le temps. réponse. Mm, Voilà, voilà, voilà. mm, mm. Donc ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, en fait, le problème de la télé aussi, c'est qui a les clés aujourd'hui, quoi. T'as des mecs, ils passent leur temps à la télé, des Christophe Barbier, des Caroline Fourest, des Raphaël Antoine, c'est des gens inintéressants qui sont toujours dans des avis conservateurs ou pire réactionnaires. Et c'est eux qui ont les clés, tu vois. Et toi, si t'es quelqu'un de progressiste, tu prends même un François Bégodeau qui à un moment donné était invité, il était il était trop radical pour eux, quoi. Faut dire François Est-ce- Bégodeau, tu l'as clashé dans la dernière émission, là, on nous l'a dit en commentaire. Voilà, je veux que tu t'excuses par rapport à François parce que tu le clashes par rapport à Lénine, mais Ouais, quand je même par l'aime rapport bien. à Caroline Fourest, François Bégodeau, ça reste quand même un camarade, Et tu vois. voilà, c'est parce que c'est un camarade et qu'on l'aime bien. Voilà, on rigole. Mais c'est Mais c'est exactement intéressant ce que je disais, attends, par rapport au truc de, ouais, si je dis, ouais, Dany c'est un Nietzschéen, il va trahir, toi tu comprends que c'est du troll, mais tout le monde comprend pas. Bah toi c'est pareil, si tu dis, ouais, François Bégodeau et tout, machin, moi je comprends que tu dis ça parce que tu le considères, mais les gens Ah en oui. commentaire qui te regardent pour la première ou deuxième fois, ils disent, c'est qui ce connard qui nous explique que François Bégodeau, c'est limite Raphaël Antoine, tu vois. Mais bon, il y a c'est oui, bah, c'est aussi la forme bah, un peu radiophonique de nos échanges et on voit pas quand je rigole, quand je souris, quand il y a un peu d'ironie. Il y a de l'ironie et d'ailleurs c'était sur l'esthétique, mais il faudrait qu'on fasse un débat plus poussé sur l'esthétique parce que les gens dans les coms m'ont dit que je connaissais pas le sujet, donc on poussera le débat et puis on verra à peu près. Mais qui connaît le sujet? Et Ça t'a piqué, ça. ouais, ouais, non, mais si tu veux, si tu... bon, bref. Mais et du coup, ça revient à ce que tu disais. Euh, je critiquais justement la logique de l'esthétique pure, c'est-à-dire de l'esthétique purement formelle. Et pour moi, l'esthétique purement formelle, déjà l'esthétique et l'art, c'est pas la même chose. Si les gens savent pas distinguer les deux, déjà, c'est un problème. Et donc la production artistique et culturelle, c'est pas l'esthétique. Quand l'esthétique devient purement formelle, formalisée, devient une discipline en soi, codifiée, ou même une séparation on va dire, de l'apparence formelle des œuvres et des productions culturelles du contenu, ça c'est un problème et c'est un dévoiement. Et c'est là où je disais que justement, ça s'oppose à la politique. Ça s'oppose à la politique. Le Zawasho, justement, personne va dire, ah mais non, ils n'ont pas fait de recherche esthétique, etc. Ben non, effectivement, il y a une esthétique. Mais il y a aussi un contenu. Et c'est ça une production culturelle qui va être efficiente. C'est celle qui va être capable de ne pas être dans le pur contenu, euh, ou dans la pure esthétique formaliste, quoi. Et donc ça n'a pas été bien compris, on pourra en discuter plus longuement, mais atteindre les masses, que ce soit par la politique, que ce soit dans la politique et surtout dans les œuvres culturelles, c'est toujours une unité, une totalité d'un contenu et d'une forme. Voilà.
et donc là, on peut faire référence à Lukács, à Hegel, etc. Tu- Donc, Ça me fait et là, penser c'est ça pas... à Mélenchon et son hologramme, tu vois. Il y avait un côté comme ça où à la fois, tu pouvais ne pas être de gauche, tu te disais, ouais, j'aime bien la science-fiction et tout, c'est intéressant, tu vois. Et donc il y avait un côté vraiment, un rapport entre la volonté de parler à tout le monde et la volonté d'avoir une esthétique qui Et attire et bien sûr, qui parle aussi à tout le monde, tu vois. et bien sûr. Et quand tu fais et c'est ce que je disais quand j'opposais la politique à l'esthétique, quand tu es dans la séparation du contenu et de la forme, euh, et c'est un risque qu'on peut avoir, hein, c'est-à-dire par exemple, c'est aussi dans n'importe quel art, voilà, eh bien, et le contenu, hein, c'est pas simplement le message, hein. Le contenu, c'est la vision du monde que ça transmet, etc. C'est-à-dire que tu peux vouloir délivrer un message sans être conscient de la vision du monde que tu transmets. Voilà. C'est pas le contenu, c'est pas la trame, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dégager dans une œuvre. C'est-à-dire à qui ça parle, quel sujet collectif, quelle classe sociale ça exprime. Voilà. Donc, et c'est là où je disais que pour moi, la production du Zawa Show, elle a du sens parce que elle est en adéquation euh, à une volonté esthétique, formelle, euh, une, un croisement de nécessité de critique de la société, donc une vision du monde qui se retrouve au croisement justement de classes sociales en crise, progressistes, voire révolutionnaires, et de génération. Donc ça cristallise effectivement euh, quelque chose et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Sinon ça fonctionnerait pas. Euh, faut le rappeler, hein, quand on est marxiste, on analyse les choses par leur efficience. On va pas Mm. dire. La question, c'est pas de se dire le féodalisme, est-ce que par rapport au libéralisme, c'était mieux ou moins bien? Voilà. La question, c'est non, qu'est-ce qu'a pu le féodalisme? Et pourquoi il a duré autant de temps? Quelle était son efficience? Qu'est-ce qu'il a apporté au sujet collectif, c'est-à-dire à l'humanité? Pourquoi il a duré autant de temps? Pas parce que justement, il a été capable de plus que le modèle de la société antique. Et à la fin, il a été incapable de faire des choses, donc il a été dépassé par le modèle moderne libéral. Voilà. Mm. Mais c'est comme ça qu'on analyse les choses. Et c'est pareil Donc, pour les outils, les outils de propagande, tu vois, par rapport à. Je sais que les partis communistes, ils vénèrent presque, ils mystifient, je trouve, le journal, parce que Lénine disait voilà, que le journal, ça devait être central dans le parti. Mais c'est pareil, qu'est-ce que peut le journal aujourd'hui? Qui lit? Qui lit des journaux ouais, papier? Bah, je suis mais désolé, c'est surtout les classes supérieures. C'est pas les classes en crise qui lisent des journaux papier. Lénine aujourd'hui, il serait peut-être sur TikTok, comme Anas Kazib d'ailleurs. Il aurait peut-être une chaîne YouTube. Je dis pas qu'il c'est faut pas avoir de sûr. médias écrits, parce qu'on pense souvent à l'écrit, c'est beaucoup plus Ah, c'est précis, tu pas, vois. c'est pas Mais Revue Position qui va te dire le contraire, mais non, mais bien sûr, tu vois. Mais Revue Position prend la parole aussi. Revue Position et sur Twitter aussi. Revue Position, c'est pas un truc bah juste oui. d'universitaires qui parlent de marxisme à des universitaires qui gagnent 3000 balles par mois et qui n'ont pas forcément besoin du marxisme, tu vois. Nous, La nécessité aujourd'hui, c'est quand même d'arriver à faire passer un message à des gens. Et je pense que cette espèce de mystification autour du journal, des fois, moi, je trouve un peu ridicule, tu vois. Enfin, et t'as bah des mecs si. qui te vendent des journaux et ils te disent, mais tu dis, mais de toute façon, enfin, j'aurais pas le temps de le lire. Ils disent, ouais, mais c'est pas fait pour lire, tu vois. Genre, t'as l'impression que c'est juste parce qu'il y a un journal du parti, c'est comme ça, faut l'avoir, quoi. C'est une fétichisation formelle, typiquement. Voilà. Donc là, vous voyez, tu vois, quand on se dit, voilà, c'est du formalisme pur, c'est de dire, c'est le journal qui est bien. Pourquoi? Bah, on sait pas, parce qu'à l'époque, c'était le journal, voilà. Et donc, tu fais fi de toutes les transformations historiques euh, entre il y a 100 ans et aujourd'hui, et donc les transformations des structures mentales. Oui, effectivement, être dans la radicalité il y a 100 ans, c'est lire, parce que l'alphabétisation, c'est encore un combat, c'est encore quelque chose de progressiste, c'est encore quelque chose que tu dois acquérir pour pouvoir t'émanciper. Aujourd'hui, l'alphabétisation, elle est massive, donc la lecture n'a pas cette dimension, euh, tu vois, de rupture, Mm. de radicalité, oppositionnelle qu'elle pouvait avoir à l'époque. Et puis en parallèle, bah, les moyens techniques euh, de, 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 de,
de transmission de pensée. On est avant la radio de masse, on est encore bien avant la télévision et Internet. Donc, c'est le seul vecteur accessible à la production populaire. Et quand je dis accessible à la production populaire, ça, c'est très important. C'est accessible en termes de, tu vois ce que je veux dire, de consommateurs, de spectateurs, de lecteurs, mais aussi accessible à la production populaire. Tu vois, l'imprimerie au 19e et au début du 20e siècle devient faisable pour même un petit parti, même une petite cellule, tu vois ce que je veux dire? Donc des gens, les gens les plus oppositionnels. L'imprimerie de Gutenberg 4 siècles plus tôt, elle était accessible qu'à la très très haute bourgeoisie, etc. Et son contenu aussi. Donc pourquoi ça a été le journal à un moment donné, le mode d'expression de la classe ouvrière? Bah parce que sa production et sa consommation étaient en adéquation avec l'état dans lequel la classe ouvrière était. Aujourd'hui, pourquoi Internet, etc., Twitch ou YouTube, Ça, la France etc. Insoumise a bien compris d'ailleurs. Ça. Voilà, C'est Twitch ça a et été les YouTube premiers, je pense. aujourd'hui ont ce côté, de radicalité. Alors, on l'a vu, ça a d'abord été l'extrême droite qui a d'abord été oppositionnelle et qui a d'abord investi ça parce que on était dans une phase encore à peu près progressiste, donc il y avait moins besoin d'investir des canaux oppositionnels à la société par les progressistes à la fin des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi aujourd'hui elle est investie? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est en train de faire là. Parce que n'importe quel gars avec un micro, un ordinateur peut produire du contenu. C'est pas la même chose que d'aller produire une émission de télé à France 2 ou TF1. Voilà, ça c'est inaccessible. Donc toute forme de radicalité, de révolution se trouve aussi en adéquation avec des méthodes d'expression de cette révolution. Et d'abord des méthodes d'expression marginales, qu'on l'a dit tout à l'heure dans les années 70, etc. Aujourd'hui, voilà, le journal devient moins efficient, la lecture, et pas simplement à cause de ce que je te disais sur l'alphabétisation, mais c'est moins efficient et même moins facile que de faire du YouTube ou du Twitch. Et du coup, la lecture, je trouve, devient quelque chose d'intéressant quand c'est pour faire du sérieux un peu. Tu vois, un article un peu sérieux voilà. que de toute façon, tu ne pourras pas avoir tellement en vidéo ou en vidéo qui sera trop mal résumé. Mais pour faire des petits billets d'humeur, tu vois, comme on pourrait faire dans un journal hebdomadaire ou même quotidien, tu vois. Bah, YouTube c'est beaucoup mieux parce que pour avoir un billet d'humeur, il vaut mieux avoir un mec qui te parle où tu le vois et puis t'as pas besoin de le lire et tu peux boire ton café en même temps plutôt que d'avoir à lire pendant que tu bois ton café, quoi. Donc je pense qu'on a une bonne structuration à avoir des trucs comme Position, comme Contretemps, comme Ballast ou des choses comme ça qui proposent un peu du sérieux que tu vas pas forcément avoir sur YouTube, et puis d'avoir de l'autre côté des gens qui sont un peu plus détendus comme Dany Arras, comme moi, comme d'autres qui vont proposer des éditos, des trucs comme ça, quoi. Ça fait une sphère, quoi, tu vois, ça fait une galaxie. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, quand les radios libres et les radios pirates, avant d'être les radios libres, avant que ce soit légal, elles se créent, en parallèle, il y a plein de petits journaux, de petites brochures qui se créent, alors qu'il n'y a pas Internet à l'époque, donc tu es obligé de les imprimer encore. Nous, on a fait le choix de faire position que en web. Alors, attention, annonce, Oh on là va là. lancer une campagne. Oh là là, merci. pour surpasser la voix prod. Pour pouvoir mais pour pouvoir faire on va essayer de faire un hors-série papier, une belle revue, vous verrez ça avec position. Donc on va lancer une campagne parce qu'on pense aussi qu'effectivement que l'écrit il a aussi besoin tu vois, de cet objet Ah bah ouais. Ouais, voilà. mais carrément. Et puis en Donc, plus de ça, vous arrivez à avoir des gens. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de médias papier qui vont te sortir un numéro où tu as Bernard Lahire, où tu as Bernard Friot, où tu vas avoir des interviews comme ça, Ludivine Brantini. Enfin, c'est des gens quand même qui sont sérieux, tu vois. C'est pas. Enfin, j'ai rien contre. C'est pas des petits chercheurs, on va dire. C'est des gens qui ont une certaine notoriété qui pourraient être dans les plus grands journaux français, tu vois. Donc, on va essayer de faire ça.
pour aller au bout de cette démarche-là, mais tout en conservant la démarche, tu vois, de faire des choses comme on fait là. Parce que position, c'était. Alors, on est un peu sorti du Zawa, hein, les gens qui. Mais c'est un peu pour donner la démarche. Mais position, c'était aussi de vouloir quelque chose. Tiens, on parlait de contrer l'hégémonie de l'extrême droite. Euh, moi, j'étais pas personnellement hein, sur les réseaux sociaux. Je connaissais pas Twitter, voilà, Facebook avant les Gilets jaunes. Tu vois. Quelque chose que j'ai connu. Tu vois, même Usul, par exemple, je crois qu'on a à peu près le même âge avec Usul. Mm, Moi, je me suis pas du tout politisé avec YouTube. mm. Usul, je passais totalement à côté. Moi, quand les gens ils me disent ouvrez les guillemets ou je sais pas quoi, nos chers contemporains, c'est vraiment des trucs que j'ai jamais vus à l'époque, quoi. Je les ai vus après et tu parlais d'ailleurs tiens de fond forme. Je pense que Usul est un précurseur. J'espère qu'il y aura dans 30 ans euh, une fois qu'on sera sorti du capitalisme, voilà, des gens qui feront des livres de recherche en disant comment l'hégémonie intellectuelle s'est construite à partir de. Bah, je pense qu'Usul elle fera partie des précurseurs, tu vois. Il y aura des Euh, statues. non, mais pas des statues, mais je pense Déboulonner les statues il a une. de Louis XIV et mettre Usul à la Voilà, place. c'est ça, quoi. Ni Dieu, ni maître, ni tribun, sauf Usul. Et donc, non, mais tu vois, tu parlais bah ouais, je pense qu'aussi il a été fort justement parce qu'il a été aussi un des premiers à mettre de la forme, voilà. Euh, et à contrer un petit peu justement comme tu dis, les droitards qui eux voyaient la société comme trop à gauche, voilà, et donc avaient investi YouTube, Mais etc. Usul, il fait partie des gens qui, faut le dire, ont du talent, tu vois. Genre, il est drôle, Usul. Bah, bien sûr qu'il Et a du talent. non, non, mais je veux dire, c'est pas pour moi sur. On va être un peu dur, mais dans les youtubeurs qui sont vraiment marrants ou qui sont pas forcément youtubeurs, il y a Usul, Antoine Goya et Papacito, tu vois. Ces mecs-là ont un truc, tu vois. Ils sont Oui, drôles. Alors, oui, Papacito, je suis pas du tout évidemment d'accord avec lui, mais c'est un mec qui a du talent. Et je trouve Antoine Goya, c'est pareil. Et Usul, c'est pareil. C'est des mecs qui, je sais pas, ils savent imiter, ils oui, savent. oui. Ils pourraient faire un Ils ont one-man show, tu un. vois. Exactement, ouais. Et, D'ailleurs, Antoine et donc, Goya, ouais, c'est marrant pour niveau finir, esthétique. Ouais, vas-y, vas-y. juste pour finir, voilà, et nous, en fait, position, donc moi je connais. Et en fait, quand je commençais un peu, donc on avait créé un groupe, enfin, on a beaucoup travaillé, enfin, on a été à fond, on s'est retrouvé l'équipe de position dans les Gilets jaunes, voilà, puis à la fin, on a voulu créer ça. Et en fait, on était soit très lecteurs, tu vois, de ce que tu as cité, un peu de revues comme Contretemps, qui sont vraiment des camarades. Enfin, allez-y, les Contretemps, c'est super, mais ou Période, ou Multitude, voilà, des vraies revues marxistes ou communistes plus largement, mais très exigeantes, souvent très proches de ce qu'on peut produire sur des revues universitaires, donc difficiles d'accès. Et en même temps, je trouvais que ça manquait justement de ce que tu disais de journaux un peu d'organes de parti, comme le définit Lénine, avec des petites brochures, des textes un petit peu de réaction. Donc voilà, Position, on a voulu le créer entre les deux. Entre justement la revue trop universitaire, trop exigeante, qui est difficile à lire pour pas mal de gens. Et quand on était dans les Gilets jaunes, on voyait bien aussi que c'était des gens qui n'auraient jamais pu avoir accès à ce contenu. Et puis le journal de parti qui Il a était dit les peut-être. gilets jaunes, c'est des illettrés, hein. Non, mais c'est ma famille. Enfin, vraiment, là, je le dis sans rigolade. Mais moi, c'est mon milieu, quoi. Tu vois? Moi, je suis le gauchiste de ma famille. Je faisais des leçons à tout le monde à 15 ans. Ouais, vous n'êtes pas assez politisé, machin, etc. Et les types, ils étaient tous gilets jaunes. Moi, je regardais ça de loin en disant, mais qu'est-ce qui branle, tu vois? Et j'étais à la rue, quoi. J'avais un train de retard. Hmm. Et soit tu te dis, tu restes dans ton élitisme en disant, oui, bah, de toute façon grâce à tous les livres que j'ai lus, je savais que ce mouvement qui n'avait pas de débouchés politiques concrets, enfin voilà, blabla, quoi, tu vois, les conneries de gauchistes. Soit tu te dis, ben ouais, je suis passé à côté, qu'est-ce qui m'a manqué, quoi, tu vois? Hmm. Et on est passé à côté avec les Gilets jaunes globalement. Qu'est-ce qui nous a manqué? Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire entre les deux. Et le Twitter qui est assez actif, qui a longtemps été actif, c'était une stratégie
euh, il y a plutôt pas mal fonctionné. Parce qu'en fait, ce qu'on regrettait, tu as fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, je crois, de réaction, c'est qu'on regrettait que le marxisme soit utilisé à 80, enfin moi je me suis rendu compte que je suis arrivé sur les réseaux sociaux, à 90% par des réacs Hmm. euh, qui utilisaient... Ils disent Enfin n'importe moi, quoi, ouais. ça me faisait saigner du nez de voir des ventoses ou même des Zemmour qui disent moi je suis marxiste, Ouais, ouais. l'armée de réserve, le lumpen prolétariat. Tu vois des gens, tu sais très bien qu'en fait ils recrachent des bouts de Soral, des bouts de Michéa, des bouts de voilà. Ils ont jamais pris Marx dans le texte. Euh, ils ont ni le temps ni les compétences, c'est-à-dire ni les capacités intellectuelles, ni le temps en tant que petit boutiquier de, la- de proto-fasciste. Voilà. Et donc, c'était aussi un moyen de se dire, non, mais attendez, le marxisme, c'est pas... Ouais, c'est pas Loïc Chéniaud, c'est pas... Enfin, et tu vois ce que je veux dire le marxisme, c'était un truc de... je veux dire, le moins réac que tu pouvais trouver en marxisme, c'était d'une espèce de néo-stalinisme, quoi, ou de post-stalinisme PRCF. Oh Euh, là 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 là. C'est pas parce que t'es un insoumis mental qu'il faut cracher sur le PRCF. Le PRCF a une mauvaise image Non, de non, mais... néo-stalinien rouge-brun. Mais quand tu lis leur texte, je suis désolé, c'est hyper Non, mais progressiste. je Ils sont un peu rigole. tanky sur les trucs avec la Ils Russie, sont un je te peu l'accorde. tanky, ils sont un peu Non, ils sont un peu tanky. tanky, d'accord, mais nous Voilà. expliquer Non, qu'ils mais sont moitié bruns et tout, non, je c'est pas n'ai, vrai. j'ai pas dit ça justement. C'est ce que je te dis. Je te dis le moins réac que tu trouvais, c'était Le plus un peu un progressiste. côté un peu ou le plus progressiste comme tu veux, c'était un côté un peu formol du stalinisme quoi, tu vois. Hmm. Et je te dis avec les bons aspects que ça pouvait avoir, tu vois, un anti-impérialiste, Oui, oui, ils critique, sont à gauche du tu vois. PCF, faut arrêter les Non, conneries. mais tu vois, mais tu vois ce que je veux dire sur le plan de la forme et du fond. Tu vois, Hmm. que toujours Ah oui, j'analyse le oui, truc la boule général. du PRCF. Tu vois, et non, et nous, ce qu'on a voulu, c'est de dire, mais attendez, le marxisme, ça peut, voilà, c'est fondamentalement progressiste. C'est pas là pour taper sur c'est pas là pour taper sur l'intersectionnel. C'est pas là pour taper sur le wokisme. Tu Bien vois, sûr. et c'était drôle parce que, enfin, moi, Ouais, quand je mais suis arrivé dedans, je le suis arrivé PRCF tard. soutenait Black Lives Matter, justement, ils ont jamais été Ouais, non, là-dedans. mais arrête de me faire dire un truc. Je te dis pas que c'était des rouges bruns. Je te dis que c'était du, un peu un espèce de post-stalinisme, un Oui, peu, ça d'accord, je suis d'accord. tu vois, dans le Ouais, bien sûr. formol. J'ai pas dit que c'était des rouges bruns, hein. Enfin, moi, j'ai pas cette vision de dire Staline, c'est un fasciste, hein. Enfin, donc voilà. Donc ça manquait. Et puis, bah, t'as des gens qui en jouaient justement, les Chéniaud, les machins, les Kuzmanovic. Enfin, ouais. Kuzmanovic qui parle du lumpen prolétariat. Enfin, Ouais, et qui dit qu'on n'a pas lu Marx, hein. Kuzmanovic, voilà, moi je veux un débat entre bon. position revue et Kuzmanovic sur Marx, hein. Bah, quand il veut, hein. Quand il veut. Mais faudra qu'il prenne des vitamines. Mais mais donc ouais, donc toute cette forme-là, toute cette production-là. euh, donc si on prend un peu large, voilà, ça a émergé justement. D'abord le canal YouTube, Internet, etc. Ça a d'abord été beaucoup pris par l'extrême droite justement parce que dans la crise, en fait, ça a été, on va dire, les premiers oppositionnels culturellement, je veux dire, à la fin du consensus néolibéral, quoi. Voilà. Et on est en train de reprendre le terrain. Et ce qui est génial, c'est justement que, et ben dans ce combat-là qui est né, en fait, dans les années 2000-2010, etc., qui était assez aigu entre l'extrême droite et une gauche radicale qui a réinvesti. Euh, Internet, donc YouTube, Twitch, etc. Et ben, le débouché, c'est que eux aujourd'hui, ils ont CNews, et nous, on va régner sur, je pense qu'on va régner sur Twitch et YouTube, quoi. Et donc, finalement, c'est cohérent avec, la vision progressiste, avec justement l'hégémonie sur le contenu le plus adéquat à l'ère du temps et à l'esprit du temps. Bah Tu vois. tu vois, ouais, Et Twitch, c'est fait. Twitch, on règne déjà, je pense. Mais par contre, YouTube, ça va être la vraie bataille, hein. YouTube, c'est pas si évident. YouTube, ils ont de l'avance, les droitards. ils ont rien à Et les dire, gens en sont un peu fait. plus âgés sur YouTube, donc bah Ils ont aussi rien à... Le un peu problème, plus c'est qu'ils ont rien à dire. droitisés.
C'est qu'ils ont plus rien à dire. Ah ouais, ils ont plus rien à dire. Ah si, leur seul truc c'est l'amitié homme-femme n'existe pas, toutes les meufs sont des. Voilà. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils pouvaient donner l'apparence d'être critiques quand on était, nous, un petit peu sclérosés ou justement pas constitués, on n'était pas en ordre de bataille et puis ils avaient un peu la main. Et puis face justement à la décomposition du libéralisme, du social-libéralisme, voilà, tout le monde pouvait apparaître oppositionnel. Là aujourd'hui, ils ont rien à dire et Puis on le surtout. voit, ouais. Ça, au fait qu'ils bouclent sur des extraits qui ont 5 ans de Rocaille à Diallo, qu'ils ont à moitié pas compris, et ils s'attaquent jamais à un intellectuel de gauche, je sais pas, Surtout que. plus respecté, comme je sais pas, comme Friot, Lordon, Bégodeau. Tu les vois jamais s'attaquer à notre discours réel, tu vois, Déjà, à ce qu'on produit de plus sérieux. Ils vont toujours dire ah ouais, la gauche c'est Sandrine Rousseau. Enfin, c'est insupportable, quoi. déjà, ils lisent pas. Et puis en plus, enfin, je veux dire, leur débouché politique, c'est CNews, et BFM et Macron. Mm. Je veux dire, tous ces rouges, toute cette galaxie-là, de droite, de rouge-brun, de machin, ventose, etc. Mais toutes leurs débouchés politiques, ils existent à droite ou à l'extrême droite. Je veux dire, quand tu vois Macron parler de l'uniforme à l'école, euh, ouais, moins d'immigrés, le réarmement civique, faut faire plus de gosses, faut fermer les frontières. Mais c'est là, tu te dis, mais regardez votre programme. En fait, votre programme, c'est Macron. Voilà. Alors, ils n'arrivent pas à l'admettre parce qu'ils se sont, dans leur tête, constitués comme opposants à Macron. Mais en fait, Mm. ce qu'a fait Macron à l'Élysée, là, début janvier, sa conférence de presse, c'est donner le programme que tous les mecs qui nous racontaient. Alors oui, il leur manque 5% d'augmentation des salaires pour pouvoir se donner une caution de gauche. Tu vois. Et puis là, mais c'est voilà, sur tout le plan de ce qu'ils adorent, tu sais, le sociétal, et ben sur leur sociétal qu'ils adorent, l'ordre, la nation, la patrie, garde à vous, machin. euh, la sécurité et tout, bah voilà, Macron est en train de les servir. Voilà, Macron est en train de les Bah servir. oui, oui, bien sûr. Tu vois? Bon, dernier truc, moi j'aimerais bien évoquer un truc qui pourrait paraître un bug dans la matrice dans ce dont on parle, c'est Antoine Goya, parce que Antoine Goya, c'est assez marrant, on peut se dire, il n'a pas d'esthétique. Mais en fait, c'est un Ah, il a une mec. esthétique. Voilà, il a une esthétique, c'est un mec qui a poussé l'esthétique inverse, tu vois. Il est pas dans un bureau, c'est pas chiant et tout. On pourrait se dire, ah ouais, il a un son de gauche et il est dans un bureau, c'est de la merde. Mais non, le mec, il a poussé le truc en sens inverse, quoi. Il s'est dit, ouais, je vais me foutre dans la jungle, il y aura des moustiques sur le son sera dégueulasse, et du coup, bah ça crée aussi une esthétique, quoi. Son esthétique, elle est vraiment L'esthétique marrante, quoi. minimaliste. Antoine Goya, il a une esthétique minimaliste. Moi, j'ai pas envie de le voir euh, avec une bonne image, Antoine Goya, dans un bureau, tu vois. Mais non, mais clairement pas. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est Antoine Goya dans le Zawa Show. Tu vois? Et Ah. tu vois, et justement, ce serait rigolo parce que du coup, tu verrais en fait l'écart qu'il y a entre bah, justement la vision du monde peut-être de Dany Eraz et celle Antoine. d'Antoine, tu vois. Mm. Mais ce serait rigolo à croiser. Non, Ouais. Antoine, il est sur une esthétique très minimaliste. Et en plus, c'est un cinéphile, donc il y a plein de choses là-dessus. On peut aller sur du Alain Cavalier, etc. On peut en discuter, voilà. Il y a un moment donné, il y avait un rejet du formalisme dans le cinéma. Euh, en France, on a eu la nouvelle vague qui était une forme d'esthétique, mais qui était un rejet du formalisme un petit peu précédent, etc. Très studio, très antinaturel, etc. Euh, Antoine, il est sur cette logique-là, il est dans une esthétique minimaliste réaliste, mais c'est adéquat finalement avec ce qu'il essaye de nous dire, tu vois. Mm. La Non, mais c'est trop marrant. radicalité Même comment ça complète. s'arrête, ces vidéos, tu sais. Genre, je sais pas si tu en as vu beaucoup, mais tu sais, les vidéos à la fin, elles se coupent, tu sais. Genre, c'est vraiment. Je- C'est vraiment le mec s'en bat les couilles, quoi. je- mais il s'en bat pas les couilles. Je sais Oui, bien il sûr. aime ça Ouais, l'intéresse, tu vois. ouais, bien sûr. Oui, Euh, parce que c'est le mec qui s'en boit le moins les couilles du cinéma de nous tous, tu vois. On pourrait parler, tu vois, genre, il y a un moment donné, Gus Van Sant, c'était, voilà, pensé comme une esthétique minimale, un retour d'une forme d'esthétique minimaliste de récemment, etc.
mais tout est calculé, tu vois. Et je sais pas, même si c'est pas calculé chez Antoine, c'est inconscient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que euh, c'est cohérent avec, bah, pareil, avec le contenu. D'où le fait que ça marche. Il y a une synthèse, une totalité forme-contenu chez Antoine, tu vois. Euh, C'est-à-dire que cette espèce de rejet de l'esthétique formelle pour quelque chose de très minimaliste, voire comme tu dis un peu, on s'en bat les couilles, mais en fait, qui est une esthétique en soi, est cohérente avec le message de on s'en bat les couilles de l'institution. Tu vois, Mm. un contenu fond-forme de la désertion chez Antoine, voilà. C'est qui est cohérent. Mm. C'est la désertion de l'esthétique formelle, la désertion des institutions, et quoi de mieux que la jungle amazonienne guyanaise pour être dans cette logique de la désertion. Mais Je suis déjà, à part, tu il est vois. profondément comme ça. C'est le type, genre, on lui dit, ouais, il y a peut-être un poste en Guyane, ça t'intéresse? Le mec te dit, ouais, tu sais, genre, qui fait ça, tu vois, genre. Mais oui. Et donc, il a une espèce de, et c'est pour ça que des gens savent pas s'il est de droite, s'il est de gauche, parce qu'il a aussi il a aussi justement cette logique de désertion. Il y a tout un imaginaire de l'anarchisme un peu. Tu sais pas s'il est de droite ou de gauche, tu sais pas s'il est progressiste ou fondamentalement individualiste, tu vois, euh, ça peut être ça peut être Spengler, tu vois, ça peut être ce genre d'idéologie. Donc non, Bah, au début d'ailleurs quand je le connaissais pas, il était en mode dans la jungle avec des panneaux solaires et tout. Et c'est justement en testant ça qu'il s'est rendu compte que c'était un peu de la merde le truc de l'autosuffisance parce qu'il se retrouvait avec des coupures d'électricité tout le temps et tout. Et du coup, ça a forgé aussi son identité, je pense ça. Il a fait ses propres expériences en se disant ouais ça peut peut-être marcher et puis il s'est rendu compte quand même que des fois on avait besoin du collectif et je pense qu'il a eu un moment beaucoup plus nietzschéen, anarcho-individualiste et qu'après du coup juste, il a presque joué le juste- truc un peu stalinien en mode inverse, tu vois, en mode ouais, faut quand même des centrales nucléaires planifiées, machin et tout. Quoi. pardon, j'ai bugué, j'ai dit Spengler au lieu de Stirner. Rien à Stirner, voir, ouais. Spengler et Stirner. Mm. Non, mais Max Stirner, voilà, tu vois, où tu sais pas si Max Stirner, t'es qu'un. Voilà, avec qui Marx s'est beaucoup fighté. Euh, je pense à Spengler parce que c'est vraiment un réac. Et Stirner, tu vois, c'est un anarchiste, mais fondamentalement égoïste, donc très, très ultra individualiste. Donc il peut être mobilisé par des gens de- ouais, conservateurs, de droite ou de gauche. C'est compliqué, voilà. Il n'y a pas cette dimension de collectif révolutionnaire. Ouais. Donc voilà, donc non, Antoine Goya, il a lui-même, et toujours pareil, c'est pour ça que ça fonctionne. Mm. Les objets qui n'ont pas d'unité, de totalité contenu, fond, forme, ne fonctionnent pas, sont Mm. dysfonctionnels. Et donc, non, non, Antoine, je trouve voilà, euh, Antoine Goya, c'est la production culturelle de la désertion. C'est tout ce qui nous reste. En fait, c'est un peu. Moi, je le critique un petit peu parce que pour moi, c'est toute une logique un peu en fin de course. Tu vois, il y a aussi toute une critique. Euh, il y a aussi toute une critique de gauche qui était autour de cette logique de la désertion chez Deleuze, etc. Euh, donc C'est-à-dire qu'en ça, fait, ça je me... pense qu'Antoine Goya, son discours était plus intéressant quand à un moment donné, il y avait vraiment une hégémonie néolibérale. C'est le discours de dire Exactement. c'est de la merde, on peut rien faire, on vote pas, de toute façon, on est baisé, tu vois. Bah, c'est vrai quand il y a une hégémonie néolibérale. Quand t'as un Mélenchon à 22%, quand il y a des mouvements sociaux qui se recréent, tu peux plus être là-dedans, tu vois. Exactement. Donc en fait, c'est voilà. Et comme toute la critique justement qu'on a pu voir en Italie, etc. Du destitutionnalisme, etc. La logique de la destitution, de l'autonomie. Ouais, en fait, Antoine, c'est les derniers soubresauts du comité invisible, quoi. Voilà. Le Oh comité là 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 invisible. là là. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Moi, je dois y aller. Je te remercie. On fera d'autres Et capsules merci parce aux que ça Awa plaît aux Show. gens. Voilà. Ouais, merci aux Awasho en On tout est cas. Et complètement puis allez donner sorti sur du leur truc. Tipeee cette fois-ci. Ne donnez pas sur mon Tipeee, donnez sur leur Tipeee, sur le Non, Tipeee du Zawa. si vous donnez sur le Tipeee de Padu, ils verront jamais la couleur, ça va. Donc, force à eux qui continuent, soutenez-les.
Ouais, Et allez, on a- sur ce, je vous dis à plus. Et je vous dis aussi que on s'est fait traiter pendant le Zawa Show de marxiste rabougri par Mélenchon. Ah oui. Et on va répondre avec Cathédrale Osseuse sur ma chaîne principale. Donc on prévoit une réponse un peu carrée. Parce que le but, c'est pas de faire juste du react et puis de faire du clash et tout. Mais c'est vraiment d'apporter des éléments d'analyse de ce que peut proposer théoriquement Mélenchon. On l'avait déjà fait un petit peu avec Position Revue, Raz et Cassandre en mode débat sur la chaîne. Donc la différence entre l'analyse peuple versus oligarchie et salariat contre bourgeoisie ou prolétariat contre bourgeoisie. Et on va revenir sur ça sur la chaîne principale dans un épisode beaucoup plus écrit, un petit peu plus travaillé avec Cathédrale Osseuse. Donc sur ce, je vous dis Et juste pour à finir, plus. nous, on lance la TMRI, donc la tendance marxiste rabougrie internationale. Donc si des gens veulent adhérer, c'est pas trop cher la cotisation. N'hésitez pas. C'est ça, allez à plus. Salut.